C'est parti, je vais essayer de vous résumer en 5 points ce qui avait fonctionné pour moi pour le CRFPA et ce qui m'avait permis de l'obtenir du premier coup sans prépa tout en ayant un job étudiant à côté. Alors pourquoi j'y suis allée sans prépa? Tout simplement parce que j'avais pas de thunes. Vu que j'avais pas de thunes, je travaillais à McDo et vu que je travaillais, j'avais pas de temps. Donc j'avais ni le temps ni la thune pour une prépa classique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé sans prépa et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma propre prépa aujourd'hui. C'est pour répondre à un besoin qui correspond, je pense, aux candidats qui sont dans mon cas. Donc, si tu n'as pas de thune, si tu n'as pas de temps, peut-être que je vais pouvoir t'aider grâce à ma prépa. Et si tu as de la thune et si tu as du temps, peut-être que je vais pouvoir t'aider aussi. Je ferme la parenthèse, c'est parti pour le premier conseil. Conseil numéro 1, si vous le pouvez, restez dans votre bulle et souvenez-vous de vos objectifs. Pourquoi je vous conseille de rester dans votre bulle? Parce que souvent quand on passe le CRFPA, on peut être par exemple avec d'autres, le passer en même temps que d'autres candidats avec qui on va parler. Moi je fais comme ci, moi je fais comme ça, je travaille comme ça, blablabla, machin. Ça, c'est des choses qui peuvent être hyper stressantes et sans parler même des comptes Instagram sur le CRFPA où tout le monde explique je fais ci, je fais ça, blabla. Bref, ça, c'est des choses qui, à mon sens, peuvent être hyper anxiogènes. Et moi, quand j'ai passé le CRFPA, je ne me suis pas préparée avec des gens qui passaient le CRFPA. J'étais avec mon pote JM qui préparait, je lui fais des gros bisous, avec mon pote JM qui préparait le DSCG pour devenir expert comptable. Et en fait, on était tous les deux dans notre bulle et il n'y avait rien qui pouvait nous perturber ou nous déstabiliser. Et on s'en foutait complètement de la manière dont les autres se préparaient. Pareil, ne vous mettez pas plus de pression que vous n'en avez déjà par rapport à votre entourage parce que vous avez envie de faire plaisir à votre famille, de rendre fière votre famille, de ne pas les décevoir, etc. Tout ça, c'est des choses que vous faites les choses pour vous, même si c'est gentil de vouloir faire les choses pour votre famille, mais commencez à faire les choses pour vous parce que sinon vous allez vous rajouter une pression sur la pression que vous avez déjà et ça, toutes ces choses-là, ça peut jouer sur le mental. Donc préservez-vous, préservez votre mental, ne soyez pas déstabilisés par les autres, on s'en fout complètement de ce que font les autres. Si lui il fait de telle manière et que toi tu as envie de faire de telle manière, c'est très bien, on s'en fout complètement parce que le CRFPA, parce que le CRFPA, c'est des connaissances, mais c'est aussi du mental et le mental, il commence maintenant. Et mon second mini-conseil, c'est de garder en tête vos objectifs quand vous allez avoir une baisse de motivation. Et vous allez avoir une baisse de motivation, vous allez avoir de la fatigue, vous allez bosser comme ça va pouvoir être en dents de scie. Des fois, vous allez être comme ça et des fois, vous allez être down. Pour les moments de down ou de démotivation, ce que je vous invite à faire, c'est c'est ce qui fonctionne pour moi quand je ne suis pas bien. Il y a un moment, je me pose et je me dis, vas-y Léa, rappelle-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Où est-ce que tu veux arriver? Quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre et quand? Et là, ça me remet un coup de collier, un coup de motivation. Vous devez toujours penser à votre objectif. L'objectif, c'est la robe. Elle est là. Vous vous imaginez, vous vous visualisez en robe. Vous mettez des photos de la robe d'avocate partout chez vous, à côté de votre miroir, etc. Quand vous regardez le matin, vous faites ce que vous voulez. Ce genre de trucs, ce genre de conneries, affirmation, visualisation, tout ça, c'est des trucs qui fonctionnent. Et puis quand bien même si vous n'y croyez pas, ça ne peut pas vous faire de mal d'essayer parce que de toute façon, c'est quelque chose, ça ne vous coûte ni temps ni énergie. Et pour ça, toutes ces choses, je les avais appris dans l'ouvrage Miracle Morning, je ne l'ai pas là. Miracle Morning, je l'ai trouvé génial et il a vraiment apporté un tournant dans mon activité, dans ma façon de voir les choses. C'est vraiment un petit ouvrage de développement personnel qui doit coûter 8-9 € et qui est absolument extraordinaire. Et en gros, dans cet ouvrage, l'auteur il te préconise de faire des choses qui te font du bien pour ton mental et pour progresser, être productif et pour réussir ce que tu entreprends, etc. Et pourquoi Miracle Morning? Parce qu'il te préconise de le faire avant de commencer ta journée. Ce que je ne fais pas du tout, je n'ai pas du tout rejoint le club des 5. C'est le club des gens qui se lèvent à 5 h du matin là, pour faire du yoga et boire du thé matcha. Donc, j'en suis pas là. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qui est préconisé dans Miracle Morning. Mais en revanche, il y a plein de choses intéressantes que vous allez pouvoir intégrer dans votre journée. Si vous avez envie de l'intégrer le matin, vous faites le matin. Mais où vous allez pouvoir intégrer dans votre journée, pas forcément tous les jours, etc. Franchement, je recommande cet ouvrage que j'ai perdu. Parce qu'à force de le sortir pour toutes les vidéos, aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Voilà pour mon conseil numéro 1. Mon conseil numéro 2, soyez stratégique dans votre préparation.
d'abord, commencez par mettre l'accent sur ce qui a le plus gros coefficient aux écrits, c'est-à-dire la note de synthèse. La note de synthèse, je vous rappelle, c'est une épreuve qui est purement méthodologique et qui ne nécessite aucune connaissance. Donc, à partir du moment où la méthodologie de la note de synthèse est maîtrisée, ne perdez plus 5 heures de votre temps à chaque fois à faire des notes de synthèse parce que c'est du temps que vous n'allez pas passer à réviser des parties, chapitres, matières que vous ne maîtrisez pas encore ou pas bien. Ne vous inquiétez pas, hein, parce que quand vous en avez mangé des notes de synthèse, c'est des épreuves qui durent 5 heures, ça ne s'oublie pas comme ça, c'est comme le vélo, vous en faites pas. Et après avoir mis l'accent sur ce qui avait le plus gros coef, les autres épreuves ont un même coefficient. Donc il va falloir, à mon sens, mettre l'accent sur ce que vous maîtrisez pas bien ou moins bien que les autres. De la même façon, ne passez pas trop de temps à réviser des matières parties chapitres que vous maîtrisez et que vous kiffez. Ça serait une erreur de croire qu'il faille réviser chacune des matières exactement de la même façon. Parce que c'est du temps que vous n'allez pas passer à réviser des matières parties chapitres que vous maîtrisez pas du tout ou pour lesquelles vous avez des lacunes. Or, pour le CRFPA, il faut être bon partout pour aller chercher des points partout. Et pour ça, il faut maîtriser toutes les épreuves et donc avoir un maximum de connaissances possibles pour aller chercher les réponses à toutes les questions. Et le fait de faire ça aussi, de réviser stratégiquement, le but du CRFPA, des écrits notamment, c'est d'avoir plus de 10 et de prendre de l'avance sur l'oral. Parce que souvent, quand vous avez aux alentours de 10 de moyenne, 10,5 de moyenne, ce qui est très très bien, vous n'avez aucun point d'avance pour l'oral. Et déjà que le grand oral, vous avez une pression de dingue, là c'est la double pression parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur et ça serait vraiment dommage de rater le grand oral. Ça arrive, je ne vais pas dire que ça n'arrive pas, ça arrive de rater le grand oral alors que vous avez été admissible. Ça doit être très 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 dur, la pilule doit être très dure à avaler. Donc pour éviter ça, soyez vraiment stratégique dans vos révisions. Concrètement, en toute logique, ce que vous allez maîtriser le mieux, ça va être d'abord votre spécialité, ensuite la procédure et ensuite le droit des obligations. Le droit des obligations, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour tout le monde, c'est pas moi qui le dis, c'est les élèves et de toute façon, je suis totalement d'accord avec les élèves, le droit des obligations, c'est chaud. Ce qui signifie que vous allez devoir réviser en sens inverse. Vous allez devoir commencer par le droit des obligations parce que c'est le plus dur, ensuite la procédure et ensuite votre spécialité. Ou bien vous alternez entre la procédure et la spécialité, ça c'est en fonction de vos difficultés et de votre feeling avec chacune des matières. Voilà pour mon conseil numéro 2. Je passe maintenant à mon conseil numéro 3. Commence à réviser le grand oral avant de passer les écrits. Le but de la manœuvre, envoyer un signal de réussite à votre cerveau. C'est quelque chose que j'ai fait et qui avait fonctionné pour moi. Après, je ne dis pas que c'est ça qui va vous permettre de réussir le CRFPA, mais toutes ces petites choses-là que je vous dis, ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ça te permet de te faire switcher en mode machine et en mode réussite. Ça, moi, en fait, dans ma tête, quand je faisais ça, je me dis, je révise le grand oral parce que de toute façon, je vais avoir les écrits. C'est sûr, il n'y a pas d'autre possibilité, je vais avoir les écrits. Donc, j'avais commencé à réviser le grand O avant les épreuves écrites. Et ça, vous pouvez le faire même à hauteur de 30 minutes par jour. Franchement, 30 minutes par jour, allez, même 20 minutes par jour, c'est rien du tout. Ça ne va rien vous coûter. Et au contraire, ça va vous permettre de réviser autre chose que oblique procédure ou votre spécialité. Et aussi, si vous avez eu les écrits de justesse, comme je vous en ai déjà parlé, ce qui n'est pas rare, au moins vous avez déjà commencé à réviser le grand oral, parce que sinon vous allez m'écrire, vous allez dire « Léa, je suis dans la merde, j'ai réussi les écrits et j'ai pas du tout commencé à réviser le grand oral », sauf que Léa, elle roule pas en DeLorean, elle peut pas vous faire remonter le temps. En revanche, je peux vous donner des conseils pour anticiper ce genre de problème. Et aussi la culture juridique, ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain pendant le mois qui suit les écrits entre les résultats d'admissibilité et le grand oral. La culture juridique, ça va être au quotidien que vous allez devoir la préparer. Donc pour toutes ces raisons, vraiment, je vous invite à réviser le grand oral avant dès le début de votre préparation même. Et j'avais autre chose à vous dire. Alors, ça c'est rien à voir avec le grand oral, mais c'est par rapport au fait de penser à l'après-admissibilité, penser à l'après-CRFPA. Là, le fait de penser au grand oral, de commencer à réviser le grand oral, je pense à l'après-écrit, je vais réussir. Et il y a autre chose auquel vous devez penser, c'est une élève qui m'a dit ça et ça m'a fait réfléchir. Elle me dit, par rapport d'un point de vue financier, pour financer l'école, la robe, etc., tout ça, ça a un coût. Je vous invite à vous renseigner d'ailleurs. Et il y a des élèves qui se disent, de toute façon, je verrai bien quand j'y serai, je vais me démerder. Je parle des étudiants, des candidats qui n'ont pas les moyens financiers pour… bref, voilà, vous avez compris.
je verrai bien une fois que j'y serai. Le fait de se dire je verrai bien une fois que j'y serai, eh ben, tu peux aussi te dire, de toute façon, si j'ai le CRFPA, de toute façon, comment je vais faire pour payer l'école, comment je vais faire pour payer la robe. Et ça peut être un énorme frein dans le subconscient. Celui-là, il faut absolument l'éliminer. Vous devez préparer le CRFPA comme si vous alliez le réussir, et donc l'après-CRFPA, ça compte. Vous devez vous organiser financièrement pour savoir comment vous allez faire pour l'école, pour payer la robe, et comment vous allez faire pendant les périodes de stage qui sont obligatoires et pendant lesquelles vous êtes payé à coups de lance-pierre. Tout ça, c'est des choses qui doivent s'anticiper, et c'est pas « ah, je verrai une fois que j'ai obtenu le CRFPA et putain, si j'ai le CRFPA, je suis dans la merde ». Non, hors de question. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. On ne dirait pas, mais toutes ces choses-là, ça joue vachement pour le mental. Je passe à mon 4e conseil, qui est de prioriser les entraînements en condition d'examen. Normalement, on va dire pour le CRFPA que vous allez devoir autant vous entraîner que réviser. Parce que le CRFPA, ce n'est pas une récitation de cours, il faut être bon en consultation juridique, en cas pratique, on veut du pratique, du concret. Sauf que le fait de s'entraîner, c'est hyper énergivore. À mon sens, ça va être difficile d'autant s'entraîner que de réviser. Donc, dans la mesure où le fait de s'entraîner, ça consomme un peu plus d'énergie, surtout la note de synthèse par exemple, moi, ce que je préconise, c'est de faire 60-40. 60% de révision et 40% d'entraînement. Pourquoi il faut s'entraîner ? Parce que en fait, le fait de s'entraîner, ça permet de muscler votre cerveau, de vous entraîner à raisonner, à réfléchir, à mobiliser vos connaissances pour construire un raisonnement et de sortir du cadre scolaire, parce que vous allez devoir réaliser des vraies consultations juridiques pour des faux clients, mais ça va être des vraies consultations, et tout ça, ça ne vient pas du jour au lendemain, et acquérir des mécanismes. Et pour les élèves de ma prépa, pour s'entraîner, je leur propose notamment de s'entraîner à l'aide de l'ouvrage pour le droit des obligations, c'est le droit des obligations en cas pratique de chez Dalloz, et je crois qu'ils en ont fait pour d'autres matières, pour la procédure civile, procédure pénale, et peut-être pour des matières de spécialité. Ces ouvrages-là sont top pour s'entraîner, et pour réviser, je préconise, j'adore les ouvrages de la collection de Henrix B Édition, la collection CRFPA. S'entraîner, c'est bien, mais surtout, il faut s'entraîner en conditions d'examen. Pourquoi en conditions d'examen ? Parce que vous ne le savez peut-être pas si vous passez le CRFPA la première fois, mais moi, ce qui m'avait surprise pour le CRFPA, c'était la rapidité avec laquelle on devait exécuter les épreuves. C'est un truc de fou, comme il faut aller vite, réfléchir vite, raisonner vite, mobiliser notre cerveau vite et écrire vite tout, vite. Et en plus, ça, c'est une des difficultés du CRFPA, en plus de la densité du programme. Et en gros, en termes de difficulté, pour vous situer, il manque 30 minutes à 1 heure pour réussir les épreuves, donc c'est vraiment pour que… Et ça, c'est le retour des étudiants. Souvent, ils disent « si j'avais eu plus de temps, j'aurais réussi ». Bah ouais, mais justement, c'est là que ça se joue. Et pour ça, il faut vraiment toujours s'entraîner en conditions d'examen. Et en fait, il faut vraiment apprendre à travailler sous pression, parce que pour les épreuves du CRFPA, vous allez être bien mis sous pression. Et d'ailleurs, pour apprendre à travailler sous pression, ce que vous pouvez faire, quelle que soit la tâche que vous êtes en train d'effectuer, pas forcément un entraînement à une épreuve, timez-vous pour tout. Timez-vous pour absolument tout ce que vous faites. Pression pour le CRFPA. Après, une fois que vous aurez le CRFPA, je vous garantis que la pression, vous allez la relâcher. Voilà pour mon conseil numéro 4. Je termine avec mon conseil numéro 5. Qui est organisez-vous avec des plannings, des rétro-plannings et avec des tableaux de suivi. Le fait de s'organiser comme ça permet d'être plus productif. Vous n'avez pas à vous encombrer l'esprit avec ce que vous allez faire. Votre esprit, il doit être focus, productivité, apprentissage. Donc, je vous conseille de faire un ou plusieurs rétro-plannings. Ça dépend en fait de quand vous allez commencer à vous préparer. Et un rétro-planning, c'est quoi? En fait, je pars de la fin, c'est-à-dire de la date des épreuves, et je me mets des deadlines en fonction de la fin, sachant qu'à la fin, il faut que j'ai tout révisé, que je me sois entraîné pour tout, etc. Sauf que là, par exemple, vous n'allez pas pouvoir récréer un rétro-planning du mois de novembre jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine. Donc en fait, ce que vous faites des mini rétro-plannings avec des deadlines, par exemple, vous pouvez faire sur 3 mois à chaque fois. Et ensuite, à partir
Ensuite, à partir de mai-juin, vous pouvez vous faire votre vrai rétro-planning qui va démarrer à partir de la fin des examens. Sachant que, et par exemple, dans votre rétro-planning, je vous donne un exemple de deadline, à telle date, par exemple au 15 mars, je vous dis n'importe quoi, hein, je dois avoir réalisé 3 notes de synthèse en conditions d'examen pour m'entraîner. Donc du coup, je vais les caler dans mon planning. Et ça, je vais le faire pour toutes les épreuves. Et c'est comme ça que je vais caler tous mes petits blocs de révision et d'entraînement. Et d'autre part, le fait de faire ça, ça permet d'assurer un suivi de votre avancée, que ce soit avec les plannings ou avec un tableau de suivi. Et ça, en fait, ça fait du bien de voir que la montagne est devenue des petites collines qui sont devenues des toutes petites montées. Et en fait, petit à petit, tu arrives à la gravir, cette putain de montagne. Mais pour ça, il faut la substituer en mini-tâches et voir que tu as accompli une mini-tâche de ta grosse montagne, et ça fait vachement du bien pour le mental. Après, pour la création de votre rétro-planning, ce qui n'est pas évident au début, c'est de pouvoir voir loin parce que vous ne vous connaissez pas encore et vous ne savez pas encore combien de temps va vous prendre quoi. Donc au début, vous allez tâtonner, ça va être laborieux. Au début, tout va vous prendre énormément de temps, c'est normal. Donc écoutez-vous et ensuite adaptez-vous en fonction de vos améliorations. Et le fait d'avoir un planning aussi, ça va vous permettre de prévoir vos plages de repos, de révision, non, vos plages de repos, de loisirs, de sport, de sorties avec les amis, de vacances, de week-end. Oui, vous avez le droit, même si vous révisez le CRFPA. Et il faut absolument, moi je suis d'avis de absolument tout planifier, y compris ça. Parce que quand on planifie les choses, c'est comme si on passait un contrat avec soi-même. Et moi, le fait d'écrire quelque chose sur un papier, je dis bon, là, je vais faire ça, 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 ça. Et je vais respecter ma parole. Après, conserver un équilibre de vie, c'est hyper important pour passer le CRFPA parce que le CRFPA, ça va être le marathon de votre vie, sauf qu'il va falloir le passer en forme, motivé et avec la tête bien pleine et surtout bien faite. Et en fait, conserver un équilibre de vie, ça va vous permettre de prendre soin de votre esprit, de votre mental, qui va être indispensable pour la préparation du CRFPA parce que croyez-moi, ça va être long. Et pour passer le CRFPA aussi, le mental, vous devez l'avoir quand vous commencez, vous ne devez pas être fatigué, démotivé. La préparation du CRFPA, c'est long et vous devez arriver au CRFPA avec la gagne. Et pour ça, moi, je peux peut-être vous aider, notamment dans le cadre de ma prépa. Si toutefois ça t'intéresse, je te mets le lien en description de cette vidéo si tu as envie d'avoir plus d'infos. Et si tu as des questions, je t'invite à les poser en commentaire de cette vidéo ou bien tu peux me les poser directement sur Insta. Je te souhaite bon courage, bonne chance, envoie du lourd pour tes révisions. C'était Léa Lo, je te dis à bientôt sur ma chaîne.